Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Et oui, ça fait longtemps que j'ai pas tourné, excusez-moi, mais que voulez-vous? Les périodes sont assez compliquées. Mais pour me pardonner, j'ai décidé de revenir en force. Car en effet, je vais vous parler des films d'horreur des années 80. Depuis 3 ans, au moment d'Halloween, j'ai sorti une série de vidéos où je parlais de mes films d'horreur cultes par décennie. Donc il y a 3 ans, j'ai commencé avec les années 60, l'année suivante avec les années 110, et l'année d'après, l'année d'après, je devais justement sortir cette vidéo sur les années 80, je ne l'ai pas faite, et vous l'avez maintenant, un mois après Halloween. Que voulez-vous? Vaut mieux tard que jamais. Donc, si vous appréciez, si vous vous intéressez aux films d'horreur des années 80, si vous êtes un nostalgique comme moi, eh bien, je pense que cette vidéo va vous intéresser. Donc, restez connectés jusqu'au bout. On y va! Comme tout enfant un peu crépi qui se respecte, eh bien mon plus grand désir dans les années 80, mis à part choper les filles, eh bien c'est d'avoir 13 ans. Car une grande majorité des films d'horreur à l'époque ont été interdits aux moins de 13 ans et parfois interdits aux moins de 18 ans. Mais 1985, année bénie, enfin j'avais mes 13 ans. Et j'ai pu donc voir pour la première fois sur grand écran un grand film d'horreur, oui. Mon premier film d'horreur vu au cinéma, ça a été Vampire, vous avez dit en Vampire. Une excellente comédie horrifique que je revois encore aujourd'hui avec un très grand plaisir. Ensuite, j'ai enchaîné avec Vendredi 13, chapitre 6, dit Jason le mort-vivant, qui est pour moi encore aujourd'hui le meilleur chapitre de la saga, à un tel point que j'ai la figurine, oui, qui est là, c'est la séquence finale du film, le combat final entre Jason et le héros. J'ai carrément, j'ai la séquence du film en figurine, c'est pour vous dire à quel point j'aime ce Vendredi 13. Ensuite, j'ai vu un autre choc, alors lui qui m'a totalement transcendé, disons plutôt même traumatisé, ça a été Reanimator de Stewart Gordon, un film ultra gore qui m'a mis sur les rotules lorsque je suis sorti de la salle. Et en plus, je me souviens, j'avais la grippe. Tout ceci pour dire que, en voyant tous ces films sur grand écran, je suis devenu un fan absolu de films d'horreur. C'est même devenu mon genre de prédilection. J'adore le cinéma d'horreur et j'aurais même d'ailleurs pu créer une chaîne YouTube entièrement consacrée à ça. Tout ceci pour vous dire, comme vous savez, le concept de cette série, c'est de choisir mes 3 films cultes par rapport à chaque décennie et choisir mes 3 films fétiches dans les années 80, ça a été vraiment très compliqué. Ça aurait très bien pu être Hellraiser de Clive Barker, Le Loup-garou de Londres de John Landis ou pourquoi pas Wolfen. Bref, ça a été très compliqué de choisir 3 films dans cette décennie. Il y a tellement de films que j'adore, mais c'est le jeu, j'en ai choisi 3 et voici mes films. Alors on peut dire que les années 80 c'est l'année des slashers, il y a eu Vendredi 13, les Halloween, Massacre au camp de vacances, Carnage, bref il y a eu des tas de slashers, mais ça n'a pas été mon genre de prédilection à l'époque. J'aimais beaucoup les films d'horreur qui mélangeaient humour et horreur. Alors ça a déjà été le cas avec Vampire, vous avez dit Vampire, mais aussi des films comme Basket Case, Le Retour de Mort-Vivant, qui est un vibrant hommage aux ces fameuses bandes dessinées des années 50, les EC Comics, comme Tales from the Crypt, ou bien House de Steve Miller qui a justement réalisé Vendredi 13 chapitre 2 et chapitre 3. Mais pour moi, dans cette catégorie, le chef-d'œuvre absolu des films qui mélangent l'humour et l'horreur, c'est, c'est bien évidemment Evil Dead numéro 2 de Sam Raimi.
Cette nuit, les âmes des morts surgissent. Evil Dead 2. Et je peux vous dire que lorsqu'on a 15 ans et qu'on va voir Evil Dead numéro 2 sur grand écran, c'est une sacrée claque. Une claque monumentale, comme dirait Schwarzy. Monumentale erreur. Le premier Evil Dead est sorti en 1983 et ça a été un film culte instantané. Un film ultra gore et très inventif au niveau de la mise en scène. C'est un film qui a coûté quelques cacahuètes et a quand même rapporté 15 millions de dollars. Grâce au succès du film, Sam Raimi a réalisé un second, un polar complètement délirant qui s'appelle Mort sur le grill. D'ailleurs, les frères Cohen, ils étaient d'ailleurs très potes à ce moment-là, participaient à ce film. Malheureusement, Mort sur le grill, qui est difficilement trouvable aujourd'hui, je veux dire légalement, a été un énorme bide à l'époque. D'ailleurs, les frères Cohen ont dit cette fameuse phrase qui est devenue une phrase légendaire. Tout le monde sait que Sam Raimi est un génie, sauf lui. Bref, tout ça pour dire que, vu le bide, on l'a un peu obligé à réaliser une suite à son Evil Dead. Au départ, il souhaitait réaliser une suite qui se passe au moment de l'époque médiévale, mais évidemment, vu le manque de budget, c'était pas possible. C'est pas grave, il retiendra cette idée pour le numéro 3. Et donc, il va chercher du financement auprès du nabab, du producteur Dino De Laurenti, qui a produit pas mal de films comme Dead Zone par exemple, et Dune de David Lynch, qu'il a d'ailleurs ruiné. Au départ, Dino De Laurenti n'était pas très chaud pour produire Evil Dead 2, il voyait pas vraiment le potentiel commercial. Lorsqu'il a vu le succès énorme dans le domaine du VHS de ce film, il s'est dit, si, il y a peut-être un moyen de gagner beaucoup d'argent avec Evil Dead numéro 2. Ah, la VHS et les vidéoclubs. Faudrait peut-être que je fasse une vidéo là-dessus. À ce moment-là, Dino De Laurenti travaillait avec Stephen King sur un certain nombre d'adaptations de ses livres, et Stephen King était un énorme fan du premier film, et il a également poussé Dino De Laurenti à financer cet Evil Dead numéro 2. Bref, le film se fait. Sam Raimi a un budget de 3 millions de dollars. En gros, c'est 400 000 fois de plus que le premier. Sam Raimi n'oublie jamais ses potes, et ça c'est une habitude qu'il gardera toujours. Il les réemploie pour ses prochains films. Donc il y a Bruce Campbell qui jouait Ash dans le premier film, il le jouera encore dans le second, et il le jouera dans chaque Evil Dead d'ailleurs, en tout cas les Evil Dead canoniques. Il sera également producteur du film. Le compositeur de musique de film Joseph Loduca y rempile également, il fera également la musique du 3, et il va également participer à un certain nombre de productions télé de Sam Raimi, comme Hercule et surtout Xena. Xena, il y a une excellente BO, je vous la recommande. Scott Pilgrim au scénario, et il y a également des illustres inconnus comme Greg Nicotero qui va participer au niveau des effets spéciaux de maquillage. Et il ne sera pas longtemps inconnu, puisqu'il ouvrira l'atelier d'effets spéciaux de maquillage KNB, qui fera notamment les effets spéciaux de la série The Walking Dead, par exemple. Mais c'est vraiment par exemple, ils ont travaillé sur des centaines de films. Au niveau de l'intrigue, Evil Dead numéro 2, c'est plus un remake qu'une suite. Le ton change pas mal, car le premier était avant tout un film d'horreur assez terrifiant, c'est pas vraiment le cas ici, c'est plutôt une comédie horrifique, totalement délirante, et ça a d'ailleurs un peu déplu aux fans des premiers films. Et oui, en effet, ça a un petit peu déplu aux fans du premier film qui s'attendaient à un film d'horreur gore sérieux, ce qui est vraiment pas le cas du second. Donc on se retrouve toujours dans une cabane au milieu de la forêt, et Ash doit affronter les démons. Evil Dead 2 est un énorme délire visuel horrifique très proche des Tex Avery. C'est aussi assez proche de l'humour des Trois Stooges, des personnages cultes aux États-Unis mais totalement inconnus en France. Il y a également dans certaines séquences un peu de Boston Keaton dedans. Bref, Evil Dead 2 est un énorme délire visuel horrifique qui est jouissif du début jusqu'à la fin. Pour moi, avec Spider-Man 2, c'est le chef-d'œuvre de Sam Raimi.
Ça a été un vrai choc au cinéma et à chaque fois que je le revois, c'est un énorme plaisir. Il y a des séquences vraiment démentielles dedans, comme cette fameuse scène où on voit des objets qui se mettent à ricaner et qui renforcent la folie de la séquence. Une idée de Scott Spiegel transcendée par la mise en scène de Sam Raimi. Evil Dead 2 est donc une œuvre particulièrement inventive visuellement, une vraie claque, et on ne peut pas se lasser. À chaque vision, eh bien, il y a toujours des éléments qu'on découvre. C'est vraiment une œuvre, je le dis, jouissif, il n'y a pas d'autre mot les gars, c'est jouissif. Donc cet humour mis en avant, c'est quelque chose que Sam Raimi va garder tout au long de son œuvre, et notamment de la saga d'Evil Dead. Il va mettre un peu de côté l'horreur, et oui, il va mettre en avant l'humour. Et le troisième, Evil Dead, Army of Darkness, se passe justement dans ce monde médiéval, un vibrant hommage aux œuvres de Ray Harryhausen. Et il y aura une série télé où il y a 3 saisons avec Ash versus Evil Dead, qui est vraiment dans la lignée du second Evil Dead. Donc voilà, Sam Raimi se dégage un peu de l'influence du premier film. Evil Dead 2 sera vraiment le véritable marquage, la pierre angulaire de son œuvre. Bref, si vous ne l'avez pas vu, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Regardez pas cette vidéo, arrêtez tout et matez-vous Evil Dead 2, surtout qu'on peut le trouver très facilement légalement. Il y a des coffrets magnifiques en Blu-ray, on retrouve les 3 films. Evil Dead 2, on ne peut pas ne pas l'avoir vu si on aime le cinéma d'horreur, c'est absolument indispensable. Evil Dead 2. Ils mourront au petit jour. Evil Dead 2 est donc sorti en 1987, et 1987, grande année, car en France est sorti La Mouche de David Cronenberg, mon second choix. Aide-moi, je t'en prie, aide-moi. La Mouche de David Cronenberg est un remake de La Mouche Noire de Kurt Neumann, sorti en 1958, qui lui est également une adaptation de la nouvelle écrite par George Langland. Alors les producteurs cherchaient quelqu'un pour faire justement le remake de La Mouche, et ils ont demandé dès le départ à David Cronenberg, qui avait la vent en poupe à l'époque, et il a refusé car il travaillait à ce moment-là sur l'adaptation de la nouvelle de Philip K. Dick, Total Recall. Ah punaise, qu'est-ce que ça aurait donné Total Recall réalisé par David Cronenberg, ça me fait rêver. Mais le projet ne s'est pas fait, et en fin de compte, David Cronenberg a accepté de réaliser le film s'il réécrivait totalement le scénario. Et les producteurs ont accepté. C'est la société de production Mel Brooks, et oui, le grand réalisateur Mel Brooks, qui s'est occupé de la production justement du film. Et il leur a loué un budget de 15 millions de dollars. 15 millions de dollars pour un film d'horreur, c'est quand même pas mal. La Mouche est sortie en 1986, en tout cas aux États-Unis, et ça a été un véritable carton, puisque le film, rien qu'aux États-Unis, a rapporté 40 millions de dollars. En France, donc, il est sorti en 1987, et il a fait déplacer 2 millions de spectateurs. Pour un film aussi gore, c'est carrément un record que je pense qu'il n'a jamais été égalé par la suite. Il a reçu également le prix spécial du jury au Festival d'Avoriaz, et justement, il a été récompensé pour ses effets spéciaux de maquillage aux Oscars, effets spéciaux de maquillage réalisés par Chris Wallace, et qui sont, je peux déjà d'ores et le dire, mais vous le savez, extraordinaire. La musique, c'est Howard Shore qui compose, une musique tragique, très sombre, qui va évidemment bien avec le film, et ça va être le compositeur attitré de David Cronenberg.
l'intrigue, vous la connaissez, je vais pas vous faire l'affront de vous la résumer, si. C'est donc l'histoire d'un savant qui a imaginé une méthode pour se téléporter d'une cabine trépode à une autre. Après quelques essais, on va dire, relativement concluants avec des animaux, il a décidé de l'enchaîner avec un être humain, notamment sa personne, et ça foire, car au moment de la téléportation, il y a une mouche, et vous connaissez la suite. Le savant est interprété par Jeff Goldblum, il crève littéralement l'écran dans ce film, et la journaliste qui va tomber amoureuse du personnage est interprétée par la magnifique Geena Davis. Chose que vous ne savez pas peut-être, ils formaient déjà un couple dans la vie réelle. Pour moi, La Mouche, c'est avec Vidéodrome, bien le chef-d'œuvre de David Cronenberg. C'est avant tout un film d'amour tragique, poignant, où on voit l'amour fou autodestructrice, un amour sans espoir, et c'est aussi, vous le savez probablement, une magnifique, si on peut appeler ça magnifique, métaphore sur la maladie. Alors à l'époque, on a pas mal pensé au sida, mais en voyant le film, on pense surtout au cancer. Et pour David Cronenberg, c'est une métaphore sur l'ensemble des maladies. Comme je l'ai dit, les effets spéciaux de maquillage sont extraordinaires. Ils sont d'un réalisme assez incroyable. Les effets spéciaux sur Jeff Goldblum sont vraiment choquants. Pour moi, c'est vraiment un film parfait. Un équilibre rarement égalé entre, on va dire, le film commercial, car le rythme est assez soutenu, les effets spéciaux sont gore, on ne s'ennuie jamais, mais c'est aussi, et c'est surtout, une œuvre d'auteur où on voit toutes les obsessions de David Cronenberg, notamment la malformation, la déformation des corps. La Mouche est donc une œuvre clinique, et on peut dire que certaines séquences sont à la limite du soutenable. La Mouche est vraiment un très très grand film, et succès oblige, et il y a bien sûr eu une suite, La Mouche numéro 2, mise en scène, justement celui qui a réalisé les effets spéciaux, Chris Wallace. Alors il a bien sûr été décrié, c'est bien évidemment moins bon que le premier film, mais il y a encore quelques séquences que j'aime bien. Pour moi, c'est loin d'être un navet, c'est pas une grande réussite, mais c'est pas une purge non plus. Grâce aux avancées des effets spéciaux au niveau maquillage, on peut dire que dans les années 80, c'est un peu l'époque des transformations. On voit beaucoup de créatures qui se transforment, de personnes qui se transforment. C'était le cas bien évidemment dans La Mouche, mais c'est également le cas dans les films de loup-garou, comme dans Le Hurlement de Joe Dante ou Le Loup-garou de Londres de John Landis. Et d'ailleurs, la séquence de transformation dans Le Loup-garou de Londres est devenue une scène anthologique oscarisée. Mais comme chaque décennie, il y a aussi une catégorie de genre qui a été souvent mise en avant, ce sont les films avec des extraterrestres. Alors dans la très grande majorité des cas, les extraterrestres sont méchants, comme dans L'invasion des profanateurs de sépultures, par exemple. Donc dans les années 80, on a pu donc voir Aliens de James Cameron, ou Predator de John McTiernan. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Mais grâce à Spielberg, il y a aussi des extraterrestres gentils. C'est le cas avec Rencontre du type, E.T. et John Carpenter en a même réalisé un du nom de Starman. Et bien avec mes gros sabots, vous me voyez venir, mon troisième film, je vais vous parler de The Thing. Ah punaise, une autre claque, The Thing de John Carpenter, sorti en 1983. Qui est non seulement un grand film avec un extraterrestre méchant, mais un putain de film de transformation. The Thing de John Carpenter est donc un remake du film de 1951 du nom de La chose d'un autre monde de Christian Nyby, produit par Howard Hawks, mais on peut dire qu'en grande partie c'est Howard Hawks qui l'a mise en scène. Et c'est l'adaptation donc d'une nouvelle, La bête d'un autre monde,
sorti en 1938, écrit par John W. Campbell. The Thing est un budget de 15 millions de dollars, donc c'est la première grosse production de John Carpenter, produit par l'Universal donc. En général, c'est John Carpenter qui compose de la musique, mais cette fois-ci, c'est carrément l'illustre Ennio Morricone. Mais bon, lorsqu'on voit le film, c'est vrai, il y a pas mal d'instrumentales symphoniques, mais il y a quand même du synthé rythmique qui rappelle beaucoup John Carpenter. Et au niveau des effets spéciaux, et quels effets spéciaux, c'est Robotin qui a failli devenir fou dans ce film, à un tel point qu'il a frôlé, que dis-je frôlé? Non, il a carrément eu un burn-out, tellement il a bossé sur ce film, il n'avait que 2-3 heures de sommeil, il est devenu fou dessus. Bon, vous le savez, j'imagine que c'est également votre cas, on peut dire que The Thing, pour beaucoup, c'est le chef-d'œuvre de John Carpenter. Les effets spéciaux de Robotin sont indépassables. Encore aujourd'hui, j'ai jamais vu des effets de maquillage et d'animatronique aussi réalistes que dans The Thing. C'est incroyable, ça n'a pas vieilli du tout. À un tel point, comme vous le savez, il y a eu une préquelle remake 20 ans après de The Thing. Là, Universal les a obligés de réaliser le film avec des effets spéciaux numériques. Et il me semble plus daté aujourd'hui que ceux de Robotin, c'est incroyable. Dans ce film, on retrouve bien sûr l'acteur Kurt Russell, acteur fétiche de John Carpenter, et on peut dire que peut-être que c'est son meilleur rôle. Il est impérial dans ce film, dans ce rôle de savant qui essaye de chercher la vérité et de traquer cette créature. On peut dire que The Thing, avant tout, c'est un film sur la paranoïa. The Thing est un film particulièrement nihiliste. Il comporte des séquences paranoïaques tout à fait anthologiques, comme la séquence où il teste le sang pour tenter de découvrir qui est l'extraterrestre. Comme très souvent dans les films de John Carpenter, The Thing est plus ou moins un huis clos. En termes d'espace, le film est particulièrement bien géré. C'est un point fort dans la mise en scène de John Carpenter. Et la tension dramatique et horrifique ne vous lâche jamais jusqu'à cette fameuse dernière minute qui va faire jaser plus d'un cinéphile à l'époque, car elle est particulièrement ouverte. Pour beaucoup, The Thing, c'est le chef-d'œuvre de John Carpenter, mais incroyable, le film qui a donc coûté 15 millions de dollars en a rapporté à peine 19. Donc pour Universal, c'est un bide. Au niveau critique, c'était même une catastrophe absolue. Certains ont même décrété que c'était le pire film de l'histoire du cinéma. Faut dire qu'il n'a pas eu de bol. Il est sorti quasiment en même temps qu'E.T. de Steven Spielberg. Donc vous imaginez le pot de terre contre le pot de fer. Mais heureusement, aujourd'hui pour nous, The Thing est considéré comme un véritable classique du cinéma d'horreur. Un film inoubliable lorsqu'on l'a vu pour la première fois et qui se rapproche bien plus de la nouvelle d'origine que le film de 1951. Des effets spéciaux qui n'ont pas pris une ride et qui restent encore incroyables aujourd'hui. Voilà mon choix pour les années 80. Évidemment, j'aurais pu choisir des tas d'autres films, mais il fallait faire un choix, c'est un peu le concept de cette vidéo. Donc je rappelle, si vous n'avez pas vu mes vidéos sur les années 60 et 70, si ça vous intéresse, je vais mettre les liens dans la partie descriptif. Si vous avez aimé ma vidéo, si vous avez tenu jusque là, parce que je sais qu'elle est longue, d'abord je vous en remercie. Et si vous avez apprécié, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour m'encourager et m'aider. Et ouf, cette vidéo n'a pas été facile à faire. Donc je vais me reposer, je vais mater un film et je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!